Ah, l'Italie, cœur d'un empire antique puissant, centre du monde et des idées à plus d'une occasion. On en retient parfois quelques images, langues chantantes, plats célèbres, soleil doré, football tactique, on y lit souvent une culture du beau. En automobile, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani pour les esthètes ou Alfa Romeo, Fiat et Lancia ont comme point commun une ambiance, un design, un moteur. Innovation, passion, amour, voilà peut-être les mots que l'on cherchait. Ils expriment toute la nuance de cette terre, de ces circuits. Bonjour à tous, c'est Atmophile et bienvenue sur Atmo. Je suis hyper content de vous retrouver pour vous parler enfin de Lancia. Tout le monde a un souvenir de cette marque au passé prestigieux. Pour ma part, c'était dans la Y10 de mon père que j'avais sincèrement adoré. Mais si on parle de Lancia, je pense que beaucoup d'entre vous penseront directement à la Lancia Delta. Et c'est normal, tant cette auto a été une révolution. Mais vous allez voir à travers son histoire qu'il serait bien trop injuste de résumer Lancia uniquement à la Delta. Tout commence avec Vincenzo Lancia qui débute sa carrière en tant que comptable en 1899 au sein de la société Serrano. Cette société compte en son rang un certain Aristide Faccioli et ce dernier a créé son premier prototype de voiture. Il faut dire qu'à cette période, l'automobile est en train de passer de rêve à réalité et bon nombre d'entreprises se lancent dans l'aventure automobile. Ce prototype créé par Faccioli va susciter un fort intérêt de la part de la toute récente Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, à tel point qu'elle va finir par racheter la société, le personnel et surtout le prototype. Vincenzo Lancia se laisse gagner peu à peu par la passion automobile, passant donc de comptable à essayeur, puis pilote officiel. Et c'est qu'il est vraiment très bon en plus ce comptable. Fort de quelques années d'expérience, il décidera avec son ami Claudio Fogolin, qui était par ailleurs un ancien essayeur Fiat, de fonder sa propre marque, Lancia, le 29 novembre 1906. Innovation, luxe et performance, avec ces trois préceptes, l'homme donne, dès la naissance de la marque, l'identité de Lancia pour l'ensemble de son existence. Fait assez notable, son premier modèle sorti en 1908 sera nommé Alpha. Pas un hommage à Alfa Romeo, faut pas déconner, mais tout simplement car il s'agit de la première lettre de l'alphabet grec. C'est une habitude qui reviendra sur de nombreux modèles de la marque par la suite. Cet Alpha est salué par ses qualités dynamiques et se vendra assez bien pour l'époque, avec la somme, attention tenez-vous bien, de 109 exemplaires vendus. Arrivera par la suite la Beta, mais aussi la Delta et la D-Delta. Ces deux derniers modèles ont des performances époustouflantes pour l'époque, avec des moteurs 4 cylindres de 4 litres de cylindrée et une vitesse maximale de 120 km/h. Aujourd'hui ça peut paraître presque ridicule, à l'époque c'est quelque chose de complètement fou. Mais Lancia ce n'est pas que la performance, c'est aussi de l'innovation. Avec la Theta 35 HP, la marque turinoise, en plus de proposer le véhicule le plus vendu de son époque, avec 1696 exemplaires vendus entre 1913 et 1919, propose pour la première fois au monde un véhicule équipé de voiles de roues métalliques et non en bois comme tout le marché auto de l'époque. La voiture développait 70 chevaux, mais ce qui est fou, c'est qu'une version équipée d'un V12 de 150 chevaux devait arriver. Malheureusement, la guerre en décida autrement. La révolution technologique arrivera en 1922 avec la Lancia Lambda. Ici, on passera un cap en matière d'innovation. On retiendra principalement sa carrosserie autoportante et la suspension avant indépendante. C'est un carton commercial et Lancia va décliner de plus en plus de modèles pour proposer une vraie gamme intéressante. Malheureusement, le crack de 1929 va impacter le monde entier et le secteur automobile ne sera pas épargné. La Lancia Augusta, remplaçante de la Lambda, a été conçue en ayant en tête cette incertitude qui plane à cette époque. Finalement, le succès sera encore une fois au rendez-vous. En 1937, Vincenzo Lancia s'éteint à la suite d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans, quelques jours avant la présentation de la dernière auto qu'il aura minutieusement préparée avec son fils Gianni, la Lancia Aprilia. Cette voiture est vraiment moderne de conception et son CX est bluffant pour l'époque. Avec 0,47, elle fait aussi bien que des voitures qui sortiront plus de 30 ans après elle, comme par exemple une Golf 1 ou une Renault 5. Ce modèle, qui fut encore un succès, sera le véhicule le plus populaire de l'entre-deux-guerres. La légende raconte même qu'Henry Ford a été surpris au salon de Paris la nuit à scruter ce véhicule. Au gardien qui l'aurait interpellé, il aurait répondu: c'est la seule voiture du salon qui vaut la peine qu'on l'admire depuis bien des années. En 1950, la marque Lancia est donc dirigée par le fils Lancia. Le premier modèle conçu par ses soins est la Lancia Aurelia. Ce modèle, remplaçant l'Aprilia, est considéré
par beaucoup de puristes comme un chef-d'œuvre de la marque. Cette berline luxueuse est équipée d'un V6 orienté à 60 degrés et tout alu, soit une première pour un véhicule de série. Ce modèle entre directement en concurrence de l'Alfa Romeo 1900, considéré comme le nec plus ultra de la berline à cette époque. Gianni Lancia est un véritable passionné de compétition automobile. D'ailleurs, l'Aurelia gagnera un nombre incalculable de courses diverses et variées, mais Gianni en veut plus. Il veut concurrencer les meilleurs en Formule 1. Pour cela, il va débaucher Alberto Ascari de chez Ferrari en le convainquant de courir pour la Scuderia Lancia, moyennant un salaire énorme pour l'époque. Lancia consacre un budget conséquent dans sa participation en course, à tel point que certains modèles proches de la sortie sont finalement annulés afin de tout miser sur la course automobile. La monoplace Lancia D50 est le top de ce qu'il se fait à sa sortie, bien plus légère et efficace que sa rivale, la Mercedes W196. Ascari remporte de nombreuses courses à son volant, malheureusement pendant pas trop longtemps, puisqu'au Grand Prix de Monaco de 1955, Ascari tombe dans le port de Monaco et il a failli se noyer. Mais c'est pas tout, car à peine 4 jours après cet accident, et malgré les préconisations des médecins, il essaye une Ferrari 750 Monza à l'occasion des 1000 km de Monza à venir. Dès la deuxième boucle, Ascari perd le contrôle de sa Ferrari et trouve la mort sur le coup. Le décès de ce pilote mythique signe la fin de l'aventure course automobile de Lancia. Le budget développement de la D50 a été pharaonique et Lancia se voit contraint de revendre sa monoplace à Ferrari, une aubaine pour le cheval cabré qui va gagner de nombreuses courses avec ce modèle, bien plus abouti que les Ferrari qu'il produisait jusqu'alors. Malheureusement et malgré cette vente, Lancia est toujours trop endetté et se verra contraint d'être racheté par le groupe Pesanti. Il s'agit du plus gros producteur de ciment d'Italie. Cette période marque la fin de la philosophie du créateur de la marque, construire des véhicules d'exception, au contenu technique pointu et sophistiqué pour une clientèle exigeante. Au terme de l'époque Gianni, deux personnes importantes s'occuperont de redresser Lancia, Carlo Pesanti et Antonio Fessia. En 1957, la Flaminia sortira, suivie en 1960 de la très réussie Flavia. Ce modèle marquera l'histoire avec son moteur boxer et introduira l'injection mécanique, une première mondiale, qui sera par la suite reprise par la concurrence. En 1963 apparaîtra la Fulvia avec son fameux moteur en V serré. Cette auto est seulement la seconde traction de la marque et sera à son époque la Lancia la plus vendue au monde et d'assez loin. Personnellement, la Fulvia coupée est pour moi une des autos les plus belles qui existent. Quel dommage que le concept car de 2003 n'ait jamais abouti à quelque chose. Malgré tous ces nouveaux et réussis modèles, le groupe Pesanti n'arrive pas à dégager assez d'argent et se voit contraint de devoir céder la marque. C'est Fiat qui va racheter Lancia pour la valeur symbolique d'une lire par action. Pour rappel, la lire c'est la monnaie italienne avant l'euro. À ce moment-là, Fiat travaillait sur deux modèles en cours de réalisation, la X9 et la X8. Si la Fiat X9 sortira bien sous ce nom, d'ailleurs j'adore cette auto, pour la X8 ça sera finalement sous le nom de Lancia Beta qu'on reconnaîtra ce modèle. Cette Lancia Beta, non portée en hommage à la deuxième Lancia conçue de l'histoire, sera un immense succès pour la marque et connaîtra de nombreuses déclinaisons de carrosserie. De mon côté, je suis fan de la Beta Monte Carlo. Après le lancement de la Beta en 1972, Fiat enchaîne en 1973 en sortant une voiture iconique, la Stratos. Cette voiture de rallye, aujourd'hui complètement mythique, a permis notamment à Lancia de gagner 3 championnats du monde des rallyes d'affilée en 1974, 1975 et 1976. Outre ses succès, on retient un design à tomber, dessiné par le maître Bertone. Ce véhicule est en plus d'une extrême rareté, vu qu'il n'y a eu que 492 modèles de produits. Autant vous dire que cette voiture, c'est tout simplement un mythe. Si on reste sur le rallye, comment ne pas évoquer la 037 ou tout simplement la Delta dans son ensemble. Présentée à Francfort en 1979, ce modèle est dessiné par Giorgetto Giugiaro. La Delta est considérée comme la première berline compacte premium. De base, ce n'est pas une auto spécialement sportive, mais c'est une voiture bien née, à tel point qu'elle gagnera le titre honorifique de voiture de l'année 1980, la seule et unique fois pour Lancia. En 1982 arrivera la Lancia Delta 1600 GT, dotée d'un moteur sympathique, mais on n'était pas du tout au bout de nos peines avec l'arrivée successive de nombreuses versions sportives de la Delta, la plus aboutie étant sûrement la Delta HF intégrale 16V avec ses 200 chevaux pour 1250 kg, mais vous savez que je n'ai pas évoqué la plus radicale des Delta, la fameuse S4.
Ici c'est bien simple, ça n'a plus aucun sens, voyez plutôt. Double suralimentation, 450 chevaux pour 970 kg, 0 à 100 atteint en 2 secondes 6. Les joies du groupe V, me direz-vous? Oui, sauf que là, et surtout à cette époque, et sans électronique, vous vous doutez bien que ça ne peut finir que mal, et c'est malheureusement le cas avec la mort de son pilote, Henri Toivonen, lors du Tour de Corse, durant la saison 1986. Cet accident signe au passage la fin du groupe B, ce qui n'empêchera pas à la marque transalpine de briller avec sa Delta, gagnant pendant 6 années d'affilée, de 1987 à 1992, soit tout simplement un record dans la discipline, jamais égalé, même encore aujourd'hui. En dehors du rallye, la Delta se vend extrêmement bien. Il faut dire que sa notoriété fait vraiment du bien à Lancia, mais aussi au groupe Fiat. En 1984 sera lancée la Lancia Thema, connue aussi pour être peut-être le plus gros slipper de tous les temps, vu que sa déclinaison 832 était dotée du moteur de la Ferrari 308, un V8 32 soupapes de 215 chevaux. Ça c'est complètement fou. La Y10 arrivera en 1985, basée sur la plateforme de la Panda. Elle se voudra être plus luxueuse et sportive, comme en témoigne la turbulente Turbo. En 1987, ça sera au tour d'Alfa Romeo de se faire acheter par Fiat. Afin de ne pas avoir deux marques sportives au sein de son catalogue, Fiat va faire le choix de donner une image uniquement de voiture luxueuse pour Lancia. Ce qui est assez marrant, c'est que malgré cette ambition de bien séparer les rôles, comme je vous l'ai dit précédemment, Lancia gagnera le championnat du monde des rallyes pendant 6 ans entre 87 et 92. La communication de Lancia ne sera plus du tout axée sur ses succès sportifs, à tel point qu'en 1992, lors de l'ultime titre de Lancia en WRC, Fiat France recevra l'ordre de ne réaliser aucune publicité mettant en avant cet exploit assez unique. Ce rachat d'Alfa Romeo coïncide avec une passade plutôt compliquée pour Lancia, alors que les années 90 sont assez exceptionnelles pour Fiat, avec des autos vraiment marquantes comme la Barchetta, la Fiat Coupé, la Punto, la Bravo, la Cinquecento. Du côté de chez Lancia, on traverse cette décennie un petit peu dans l'indifférence. La Delta est bien renouvelée et bien que je l'adore, on est loin de l'icône qui est la première version. La Lancia Kappa et la Dedra, malgré un certain succès, n'ont pas autant marqué les esprits que leurs ancêtres. Même si je dois l'avouer, j'aime énormément la Kappa en version coupée, mais c'est très compliqué d'en trouver un de nos jours, c'est devenu rarissime. Le seul modèle véritablement motif de satisfaction à cette époque, c'est la Lancia Y. Basée sur la plateforme de la Fiat Punto première génération, elle se sera vendue à plus de 800 000 exemplaires dans le monde, soit un des plus grands succès de la marque. Le début des années 2000 n'est pas forcément mieux, avec une marque qui perd de plus en plus de son aura. Au moment où Alfa reprend sa superbe, Lancia est un petit peu laissé à l'écart. Malgré tout, la spectaculaire Thesis lancée en 2002 fait son effet, tout comme la première Y qui arrivera à laisser vendredi 17h, je compte sur vous. Mais c'est bien trop peu pour être efficace, et ce n'est pas la Lancia Musa, qui est simplement une Fiat Idea rebadgée, ou la Delta 3ème du nom qui arriveront à changer quelque chose. Malheureusement, un constat s'impose. Depuis le rachat par Fiat d'Alfa Romeo, Lancia a été un petit peu délaissé. Fiat n'arrivant clairement pas à harmoniser deux marques auparavant concurrentes directes. D'ailleurs, cette Delta 3ème du nom sera une énorme déception chez les fans de la marque italienne. À ce moment-là, Lancia est à des années-lumière de ce qui a toujours été son ADN, à savoir l'innovation, le luxe et la performance. Le rachat du groupe Chrysler en 2010 entraînera la chute de Lancia. Fiat va faire quelque chose qui aura anéanti plus d'un fan de Lancia, à savoir tout simplement rebadger Lancia de vulgaire Chrysler. C'est le coup de grâce, je pense que Fiat n'aurait pas pu faire mieux pour finir de détruire sa marque. Je comprends l'idée, ça permettait d'étoffer une gamme assez réduite, mais pas de cette façon s'il vous plaît. La Lancia Ypsilon de deuxième génération, introduite en 2011, est la seule Lancia un minimum réussie. La marque continue sa descente aux enfers en se retirant petit à petit de tous les marchés automobiles. Aujourd'hui, la marque Lancia est présente uniquement en Italie et uniquement avec la Ypsilon âgée de 12 ans à présent. Malgré tout, ça n'empêche que cette Ypsilon est toujours un petit carton dans son pays d'origine et elle s'est par exemple plus vendue que toute la marque Alfa Romeo dans le monde en 2019. Mais la bonne nouvelle, et c'est assez rare lorsque je vous fais ce genre de vidéo sur l'histoire automobile d'un constructeur, c'est que Lancia va renaître de ses cendres et normalement dès 2024 avec le retour de l'Ypsilon qui reprendra sûrement la plateforme de la 208, mais ici on aurait plutôt droit à un petit SUV luxueux dans la veine d'un DS3 Crossback. En 2026 devrait arriver la Lancia Aurelia. Si vous avez suivi, c'est un hommage à la superbe berline des années 50, sauf qu'ici nous aurons plutôt droit à un gros SUV luxueux à la manière d'un DS7. Et pour finir, l'année 2028 devrait être le grand retour de la Delta avec, je l'espère, une carrière à la hauteur de son incroyable aïeul.
Lancia est une marque vraiment à part dans le paysage automobile. Durant la première partie du XXe siècle, elle a dominé le secteur des voitures luxueuses mais aussi des sportives tout en apportant énormément d'innovation. La seconde partie du XXe siècle ne sera pas en reste avec des étincelles en Formule 1, puis en s'inscrivant comme la marque la plus iconique dans le monde du rallye, ayant tout simplement le meilleur palmarès au monde et ce encore aujourd'hui. Lancia, c'est des voitures mythiques à la pelle. Malheureusement, ça fait une bonne trentaine d'années que la marque a sombré lentement mais sûrement. De mon côté, j'ai tellement hâte de voir le renouveau de la marque par Stellantis. Ils ont vraiment intérêt à faire ça bien, car une légende comme Lancia, ça mérite le respect. Bon les atmophiles, cette vidéo sur l'histoire de Lancia touche à sa fin. Forcément, j'ai pas été le plus éclectique possible, car je ne voulais pas faire quelque chose de trop long pour ne pas vous perdre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à m'en faire part avec un petit like. Pensez à l'abonnement aussi pour ne rien louper. Ça a été un véritable plaisir de me pencher sur une histoire aussi riche que celle de Lancia. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça serait avec grand plaisir que je vous lirai. Mais le plus important, c'est pas ça et vous le savez. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.